Dégage tes merdes, a hurlé ma sœur en balançant mes dossiers. On a besoin de cet endroit pour l'inventaire. Va bosser au Starbucks. Je n'ai rien dit. Je suis parti. Le lendemain matin, à 7h30, un avis d'expulsion était signifié. À 8h, j'avais 63 messages. Cela faisait 4 ans que j'étais propriétaire de l'immeuble de 8,7 millions de dollars. Mais laissez-moi commencer par le début, car le jour où ma sœur m'a viré de mon propre immeuble n'était pas un hasard. C'était la conclusion inévitable de 30 années à être la sœur qui ne comptait pas. Celle qui était censée être reconnaissante. Celle qui devait juste s'effacer. Je m'appelle Sarah Kim. J'ai 34 ans, et j'ai passé la majeure partie de ma vie à être invisible, dans l'ombre de ma sœur aînée. Ma sœur, Jessica, a 37 ans 3 ans de plus en tout. Selon nos parents, en grandissant à San José, en Californie, Jessica était celle qui réussissait, que des présidente des élèves, acceptée à Stanford. Elle était la fille dont nos parents immigrés rêvaient, la preuve que leur sacrifice avait un sens. J'étais différente, plus calme, plus intéressée par les ordinateurs que par les gens. Je suis allé à UC Berkeley en informatique. Une bonne université, mais pas Stanford. Jessica a obtenu son MBA, a travaillé dans le conseil, puis est passée à la gestion de produits tech chez Google. Elle a épousé un ingénieur logiciel nommé David. Ils ont acheté une maison à Palo Alto d'une valeur de 2,3 millions de dollars. J'ai commencé comme ingénieur logiciel dans une petite start-up, je gagnais 95 000 dollars, je vivais dans un studio à Auckland, et je me rendais au travail à vélo. Chaque dîner de famille était une performance où Jessica était la star. Jessica a été promue senior PM, annonçait maman. Elle dirige une équipe de 12 personnes maintenant. C'est merveilleux, disais-je. Et toi, Sarah? Tu fais toujours ton truc de codage. Je suis ingénieur senior maintenant, je construis l'infrastructure pour elle. C'est bien. Jessica, raconte-nous ton nouveau projet de maison. J'ai appris à me taire, à sourire, à laisser Jessica briller. Ce qu'il ne savait pas, c'est que pendant que Jessica gravissait les échelons de l'entreprise, je construisais quelque chose de complètement différent. En 2017, j'avais 27 ans. La start-up pour laquelle je travaillais, Dataflow, connaissait une croissance rapide. Nous avions créé un produit de pipeline de données que les entreprises adoraient. Le chiffre d'affaires grimpait. Nous avions le vent en poupe. Notre PDG a offert aux premiers employés la chance d'acheter des stocks options supplémentaires à prix réduit, mais il fallait payer comptant. Je peux t'offrir des options pour acheter 0,5% de la société, m'a-t-il dit, à 3 dollars par action. Ça fait 75 000 dollars. J'avais 82 000 dollars d'économie, chaque centime que j'avais épargné depuis l'université. Je prends, ai-je dit. Jessica m'a dit que j'étais folle. Tu mets toutes tes économies dans une start-up. C'est une planification financière désastreuse. Tu devrais acheter un appartement. Je crois en ce que nous construisons, ai-je répondu. Sarah, c'est pour ça que tu dois voir plus grand. Les start-up échouent. L'immobilier, c'est tangible. Je n'ai pas discuté, j'ai simplement acheté mes options. 18 mois plus tard, Salesforce a acquis Dataflow pour 850 millions de dollars. Ma participation totale, 0,5% plus ma dotation standard d'employé de 0,3%, valait 6,8 millions de dollars après impôts. J'avais 29 ans. Je ne l'ai dit à personne. Ni à mes parents, ni à Jessica, ni à mes collègues qui pensaient que je partais pour une autre start-up. J'ai bien changé d'entreprise, mais pas en tant qu'employée, en tant qu'investisseuse. Avec 6,8 millions de dollars, j'ai engagé une conseillère en patrimoine, Margaret Chin de Bearea Capital Management. Que voulez-vous construire, a-t-elle demandé. Un patrimoine à long terme. Je veux posséder des actifs qui prennent de la valeur et génèrent des revenus. De l'immobilier commercial? Oui. Plus précisément, je veux acheter un immeuble, quelque chose dans la South Bay, des bureaux axés sur la tech que je peux louer à des startups. C'est capitalistique. J'ai le capital, ai-je dit. Nous avons commencé à chercher. En 2019, nous l'avons trouvé, un immeuble de bureaux de 4 étages à Mountain View, construit en 2005, 45 000 pieds carrés, 8 unités distinctes, actuellement occupées à 85%. L'immeuble appartenait à un promoteur qui s'était trop endetté. Il devait vendre rapidement.
Prix demandé, 9,2 millions de dollars. C'est sous-évalué pour l'emplacement, a dit Margaret. Il est motivé. Qu'est-ce que ça génère? Le revenu locatif annuel est de 1,8 million de dollars. Les charges d'exploitation sont d'environ 650 000 dollars. Le résultat net d'exploitation est de 1,15 million de dollars. C'est un taux de capitalisation de 12,5%, c'est excellent. Ça l'est, mais tu devras en financer une partie. Les banques te prêteront environ 70%. Il te faudrait un apport d'environ 2,8 millions de dollars. Je vais offrir 8,7 millions de dollars. Tout en cash. Clôture en 30 jours. Tout en cash? Sarah, tu mettrais presque tout ton capital liquide dans un seul actif. Je crois en ce marché. La tech est en pleine croissance. Les bureaux à Mountain View auront toujours de la valeur. Margaret a fait une pause. Mais nous allons créer une LLC, Kim Property Holdings. Tu posséderas l'immeuble via cette entité. Ça te protège de toute responsabilité. Parfait. Nous avons conclu la vente le 15 novembre 2019. J'ai payé 8,7 millions de dollars cash pour un immeuble commercial à Mountain View. Ma famille pensait que je travaillais toujours comme ingénieur logiciel, vivant dans mon studio à Auckland. J'ai engagé une société de gestion immobilière, Premier Commercial Management, pour s'occuper des opérations quotidiennes. J'examinais les finances chaque mois, mais je restais à distance pour le reste. En 2020, j'avais augmenté le taux d'occupation à 95%. Chiffre d'affaires annuel, 1,9 million de dollars. Résultat net d'exploitation, 1,25 million. En 2022, j'avais augmenté les loyers conformément au taux du marché. Chiffre d'affaires annuel, 2,3 millions. Résultat net d'exploitation, 1,65 million. L'immeuble avait pris de la valeur, atteignant 11,2 millions. Ma valeur nette était de 9,8 millions. Ma famille pensait toujours que j'étais juste une ingénieure logiciel. En 2021, Jessica a quitté Google. Je lance une entreprise, a-t-elle annoncé lors du dîner du dimanche. C'est passionnant, a dit maman. Quel genre d'entreprise? Des produits de bien-être en vente directe, compléments, soins de la peau. Nous l'appelons Vitality Collective. Ça a l'air merveilleux, a dit papa. Très entrepreneurial. Jessica m'a regardé. Tu as travaillé dans des startups. Des conseils? Concentre-toi sur les unit economics. Assure-toi que ton coût d'acquisition client est durable. Évidemment. Ce n'est pas ma première fois, Sarah. J'étais chef de produit chez Google. La gestion de produits, c'est différent de la direction d'une entreprise. J'en suis consciente. C'est pour ça que j'ai David comme cofondateur. Il s'occupera de la tech. Moi, je m'occuperai du produit et du business. L'année suivante, j'ai observé Jessica construire Vitality Collective. Ils ont levé un tour de table d'amorçage, 2 millions de dollars auprès d'investisseurs providentiels et d'une petite société de capital risque. Ils ont embauché 12 employés. Ils ont lancé leur premier produit. De l'extérieur, l'entreprise avait l'air impressionnante, une belle image de marque, des réseaux sociaux actifs, une couverture médiatique dans TechCrunch. Mais moi, je voyais les chiffres. Leur coût d'acquisition client était de 180 dollars. La valeur moyenne des commandes était de 95 dollars. Ils perdaient de l'argent sur chaque client. Comment va l'entreprise, ai-je demandé un soir à dîner. Incroyablement bien. Nous grandissons vite. On a triplé notre chiffre d'affaires le trimestre dernier. C'est quoi, le chiffre d'affaires? 85 000 dollars le trimestre dernier, contre 28 000. Cela signifiait qu'ils avaient réalisé 85 000 dollars de revenus, tout en dépensant probablement plus de 500 000 dollars en salaire, stock et marketing. C'est quoi votre burn rate? Nous sommes bien capitalisés. Ne t'en fais pas, mais je m'inquiétais, car je comprenais les startups. Et Vitality Collective semblait brûler son cash sans chemin clair vers la rentabilité. Début 2023, Jessica m'a appelé. Sarah, j'ai besoin d'un service. Qu'y a-t-il? On a besoin de bureaux. On a travaillé à distance, mais il faut rassembler l'équipe, construire une culture. C'est logique. Le truc, c'est que l'immobilier coûte cher. On essaie d'économiser notre trésorerie.
J'ai entendu dire que tu travaillais dans un immeuble à Mountain View. Tu sais s'il y a de l'espace disponible? Mon immeuble? Elle me posait des questions sur mon immeuble. Je peux vérifier. Qu'est-ce que vous cherchez? Peut-être 3000 pieds carrés, quelque chose où on pourrait mettre 12 personnes avec de la place pour grandir. C'est cher. Les bureaux à Mountain View coûtent environ 4,50 $ par pied carré par mois. Ça vous ferait dans les 13 500 $ mensuels. Aïe, c'est raide. C'est le prix du marché. Bon, vois ce que tu peux trouver. Peut-être qu'il y a quelque chose de moins cher, ou peut-être que le propriétaire serait flexible pour une start-up. J'ai appelé mon gestionnaire immobilier, David Chin de Premier Commercial Management. David, j'ai quelqu'un qui se renseigne pour un espace. Ma sœur. Elle veut 3000 pieds carrés pour sa start-up. L'unité 3B est disponible. 3200 pieds carrés. On demande 4,50 $ le pied carré. Ça fait 14 400 $ par mois. Quelle est notre marge de manœuvre sur le prix, pour un locataire de qualité avec un bon crédit? Pas beaucoup. Le marché est solide. Mais la famille, c'est la famille. Qu'est-ce que tu veux faire? Laisse-moi y réfléchir. J'y ai réfléchi pendant 3 jours. À savoir si je devais révéler que je possédais l'immeuble. À savoir si je devais faire un prix à Jessica. Finalement, j'ai décidé de rester anonyme, de lui louer l'espace au prix du marché via la LLC, et de garder ma propriété privée. David, louons-lui l'unité 3B. Conditions de bail standard. Prix du marché. Elle ne sait pas que je suis la propriétaire. Fais en sorte que ça reste comme ça. Compris. Jessica a signé le bail en mars 2023. Vitality Collective a emménagé dans l'unité 3B. 14 400 $ par mois. Bail de 3 ans. Au dîner de famille, elle parlait de leur nouveau bureau à Mountain View. Le propriétaire est une sorte de société d'investissement, disait-elle. Très corporate, mais l'espace est parfait pour nous. Je souriais. Je ne disais rien. Tu devrais venir nous voir, m'a dit Jessica, pour voir à quoi ressemble une vraie start-up. Je ne suis peut-être jamais venu en tant que sa sœur, mais je visitais l'immeuble 2 fois par mois en tant que propriétaire. Je passais devant l'unité 3B, je voyais à travers les murs de verre, je voyais son équipe travailler, je voyais le logo de Vitality Collective sur le mur. Elle n'avait aucune idée qu'elle me payait un loyer. Mi-2023, Vitality Collective était en difficulté. Ils avaient épuisé leur financement d'amorçage. Ils avaient besoin de plus de capital, mais les sociétés de capital risque ne mordaient pas à l'hameçon. Le marché est difficile en ce moment, a dit Jessica au dîner. Les investisseurs sont prudents. C'est quoi votre runway, ai-je demandé. On a environ 6 mois de trésorerie. On cherche un financement relais. Juste pour nous amener à la rentabilité. C'est quoi votre chemin vers la rentabilité? On augmente les prix, on lance de nouveaux produits, on réduit les coûts. Quels coûts? Les salaires. On fait des licenciements, on réduit l'équipe de 12 à 7. Et le bureau? On a besoin du bureau. La culture est importante. On le garde. J'ai fait le calcul dans ma tête. 14 400 $ de loyer mensuel x 12 mois, soit 172 800 $ par an pour une entreprise qui réalisait peut-être 400 000 $ de revenus annuels tout en dépensant 1,5 million. Le bureau les saignait à blanc. Mais Jessica ne le voyait pas de cette façon. Pour elle, le bureau était un symbole de légitimité. La preuve que Vitality Collective était réelle. En novembre 2023, les choses ont empiré. Le financement relais a échoué. Il leur restait 3 mois de trésorerie. Jessica m'a appelé. Sarah, j'ai besoin d'aide. Quel genre d'aide? Des conseils financiers. Tu es doué avec l'argent. Je dois réduire les coûts, mais je ne sais pas où. Montre-moi tes finances. Elle m'a envoyé une feuille de calcul, revenus, dépenses, solde de trésorerie. C'était pire que je ne le pensais. Il brûlait 95 000 $ par mois. Le chiffre d'affaires était de 32 000 $. Ils avaient 275 000 $ en banque. Vous avez 3 mois, ai-je dit. Je sais. C'est pour ça que je t'appelle. Votre plus gros coût fixe, c'est la masse salariale, 58 000 $ par mois pour cette personne.
Je ne peux pas licencier plus de monde. On est déjà à l'os. Votre deuxième plus gros coût, ce sont les bureaux, 14 400 $ par mois. On a besoin des bureaux. Pourriez-vous passer en télétravail? Économiser 14 400 $ par mois. Non. La culture mourrait. L'équipe a besoin d'être ensemble. Jessica, vous allez être à court d'argent. La culture n'a pas d'importance si l'entreprise meurt. Tu ne comprends pas. Ce n'est pas qu'une question de tableur. C'est construire quelque chose qui compte. C'est une question de survie. Je vais trouver une solution. Merci pour le conseil. Elle n'a pas trouvé de solution. En décembre 2023, Vitality Collective n'a pas payé son loyer. David m'a appelé. Sarah, l'unité 3B n'a pas payé son loyer. C'est la première fois depuis leur arrivée, ai-je noté. De combien de jours sont-ils en retard? 7 jours. J'ai envoyé un rappel. Pas de réponse. Envoie un autre avis. S'il ne paie pas dans 10 jours, lance la procédure formelle. Tu es sûr? C'est ta sœur. Les affaires sont les affaires. Jessica a payé avec 14 jours de retard, avec un mot « désolé pour le retard ». Problème de trésorerie. Le loyer de janvier 2024 était également en retard de 17 jours. Celui de février, de 23 jours. Je ne l'ai pas contacté. C'était entre son entreprise et ma LLC. Je suis resté en dehors de ça. Mais au dîner de famille, le stress était palpable. Jessica avait l'air épuisée, plus mince, des cernes sous les yeux. Comment va l'entreprise? A demandé maman. Bien, juste très occupée. Tu es sûr? Tu as l'air fatigué. Les startups, c'est dur, maman. Mais on progresse. Elle ne progressait pas. Elle se noyait. En mars 2024, ils n'ont pas payé le loyer du tout. David m'a appelé. Pas de paiement, pas de communication. Que veux-tu faire? Envoie une mise en demeure. Donne-leur 10 jours pour régulariser, ou nous entamons la procédure d'expulsion. Tu veux expulser ta sœur? Je veux faire respecter le bail. C'est une relation d'affaires. Si elle ne peut pas payer le loyer, elle ne peut pas occuper les lieux. D'accord, j'envoie l'avis. Jessica m'a appelé ce soir-là. Sarah, savais-tu que le propriétaire nous menace d'expulsion? Que s'est-il passé? On est en retard sur le loyer, de quelques semaines à peine, mais ils sont très agressifs à ce sujet. En retard de combien? Environ 6 semaines, peut-être 20 000 $ au total. En réalité, c'était 43 200 $. 3 mois de loyer. Jessica, ça fait 3 mois. Je sais, mais des investisseurs viennent nous rendre visite. On a besoin des bureaux pour leur montrer que nous sommes sérieux. Si on est expulsé, on perd le tour de financement. Peux-tu rattraper le retard de loyer? Si on obtient le financement, oui. Mais il nous faut 30 jours, peut-être 60. As-tu parlé au propriétaire? J'ai essayé. C'est une LLC sans visage. Le gestionnaire immobilier envoie juste des lettres types. Aucune flexibilité. Peut-être que si tu expliquais ta situation. J'ai essayé. Ils s'en fichent. Des investisseurs institutionnels. Ils veulent juste leur chèque de loyer. Je n'ai rien dit. Peux-tu me prêter 20 000 $? A demandé Jessica. Juste pour rattraper le loyer. Je te rembourserai quand on bouclera le financement. Jessica, s'il te plaît. Je suis désespéré. Cette entreprise, c'est toute ma vie. Je ne peux pas la laisser mourir à cause d'un propriétaire avide. J'ai pris une profonde inspiration. Je ne peux pas te prêter 20 000 $. Pourquoi pas? Tu gagnes bien ta vie. Tu vis dans un studio. Tu as des économies. Mes finances sont plus compliquées que tu ne le penses. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je ne peux pas te donner 20 000 $ comme ça. Quelle sœur tu fais? Elle a raccroché. En avril 2024, nous avons lancé la procédure d'expulsion formelle, avis juridique, dépôt au tribunal, tout le processus. Jessica était furieuse. Au dîner de famille, elle a pesté contre le propriétaire vautour qui ne voulait pas coopérer avec les startups.
Ils sont en train de tuer mon entreprise, a-t-elle dit, pour 43 000 $. Ce n'est rien pour eux, mais c'est tout pour nous. Peut-être que tu aurais dû payer ton loyer, a dit papa prudemment. J'essayais de maintenir l'entreprise en vie. Le loyer ou les salaires? J'ai choisi les salaires. J'ai choisi de garder mon équipe employée. Mais tu as signé un bail, a dit maman. Je sais que j'ai signé un bail, mais il devrait y avoir un peu d'humanité dans les affaires, une certaine compréhension du fait que les startups, c'est difficile. Je mangeais mon dîner en silence. Sarah, tu es silencieuse, a dit Jessica. Qu'en penses-tu? Je pense que les propriétaires ont aussi des dépenses. Les impôts fonciers, les paiements, les hypothèques. Ils ne peuvent pas simplement effacer un loyer parce qu'un locataire a des difficultés. C'est froid. C'est la réalité. On dirait un robot capitaliste. On dirait quelqu'un qui comprend les affaires. Peu importe. Tu n'as jamais rien construit. Tu te contentes d'écrire du code pour les entreprises des autres. Tu ne comprends pas ce que c'est que de tout risquer. J'aurais pu tout lui dire à ce moment-là, lui parler de l'immeuble, du fait que j'étais propriétaire des locaux dont elle allait être expulsée, et de la construction d'un portefeuille immobilier de plusieurs millions de $, pendant qu'elle me prenait pour une simple codeuse. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai juste continué à manger. Le 15 avril 2024, Jessica a obtenu l'approbation d'un investisseur pour un financement relais d'urgence, 250 000 $, assez pour payer les arriérés de loyer et acheter 3 mois de plus de sursis. Elle m'a appelé, excitée. On est sauvé. L'investisseur a accepté. On peut payer le loyer et garder le bureau. C'est super. Je vais aller au bureau demain. Payer en personne. Montrer au gestionnaire immobilier que nous sommes sérieux. Bonne idée. Le lendemain, 16 avril, j'avais une réunion prévue avec David Chin pour examiner les finances du premier trimestre. Nous l'avions programmé des semaines auparavant, à 10 h, dans l'immeuble. Je suis arrivé à 9h45. Je me suis garé sur ma place de propriétaire réservée dans le garage. Je suis allé au bureau du gestionnaire de l'immeuble au premier étage. David était déjà là, préparant des documents. Prêt à examiner les chiffres, a-t-il demandé. Allons-y, nous avons passé en revue les finances. Le chiffre d'affaires était en hausse de 8% par rapport à l'année précédente. Les dépenses étaient maîtrisées. Le résultat net d'exploitation était solide. Et pour l'unité 3B, ai-je demandé. Sont-ils à jour maintenant? Pas encore, mais la locataire a appelé hier. Elle a dit qu'elle apportait le paiement aujourd'hui. Un chèque de banque pour la totalité des arriérés. Bien. À 10h47, alors que David et moi passions en revue les frais d'entretien, mon téléphone a vibré. C'était la sécurité. Mademoiselle Kim, il y a un problème à l'unité 3B. Que se passe-t-il? La locataire déplace des meubles dans la salle de conférence. Il l'utilise comme espace de stockage. L'endroit devient bondé, et d'autres locataires se sont plaints du bruit. Je monte. J'ai dit à David que je revenais dans 15 minutes et j'ai pris l'ascenseur jusqu'au 3e étage. J'ai marché vers l'unité 3B. À travers les murs de verre, je pouvais voir le chaos, des cartons partout, des stocks empilés dans la salle de conférence. Le bureau, conçu pour 12 personnes, était maintenant rempli de produits et de matériaux d'emballage. J'ai ouvert la porte, je suis entré. Jessica dirigeait 2 employés qui déplaçaient des cartons. Elle ne m'a pas vu tout de suite. Puis elle s'est retournée. Son visage est passé de la confusion à la reconnaissance, puis au choc. Sarah? Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai une réunion dans l'immeuble. Oh. Eh bien, on est un peu occupé. On se réorganise. On a beaucoup de stocks à entreposer. J'ai regardé autour de moi. Vous utilisez le bureau comme un entrepôt. Temporairement, a-t-elle dit. On est en pleine croissance. On a besoin de l'espace. Une employée s'est approchée, une jeune femme, peut-être 24 ans. Jessica, où veux-tu ces cartons? Mets-les dans ce bureau vide. Il n'est pas vide, a dit la femme. Quelqu'un a un bureau et un ordinateur dedans. Il peut travailler de chez lui aujourd'hui. On a besoin de l'espace. Je me suis dirigé vers le bureau dont elle parlait. J'ai vu un bureau avec des dossiers et un ordinateur portable. Une plaque nominative, David, chef de l'ingénierie.
C'est le bureau de qui? Ai-je demandé. Jessica s'est approchée. C'est l'espace de David. Il est mon cofondateur. Mais il n'est pas là aujourd'hui, donc on peut l'utiliser. Il n'est pas là aujourd'hui, où tu l'as viré? Sarah, ne te mêle pas de ça. C'est mon entreprise, mon espace. Je prends les décisions. Ton espace, pour lequel tu n'as pas payé de loyer depuis 3 mois. Je paie aujourd'hui. J'ai le chèque ici même. Une fois que j'aurai payé, le propriétaire ne pourra rien dire sur la façon dont nous utilisons l'espace. En fait, le bail stipule que l'espace est à usage de bureau, pas de stockage d'entrepôt. Comment saurais-tu ce que dit le bail? J'ai marqué une pause. C'était le moment. Parce que je suis la propriétaire de l'immeuble. La pièce est devenue silencieuse. Jessica me fixait. Quoi? Kim Property Holdings. C'est ma LLC. J'ai acheté cet immeuble en 2019. Ça fait 14 mois que tu me loues cet espace. Son visage a affiché plusieurs expressions. L'incrédulité. La colère. Tu possèdes cet immeuble? Oui. Et tu m'as laissé me débattre, me stresser pour payer le loyer, me menacer d'expulsion? Tu as signé un bail avec un loyer au prix du marché. C'est une transaction commerciale. Je suis ta sœur. Et c'est mon bien d'investissement, pour lequel tu n'as pas payé le loyer pendant 3 mois. Parce que j'essayais de sauver mon entreprise. Ce n'est pas mon problème. Tu as une obligation légale. Tu as signé un contrat. L'employé de Jessica s'est senti mal à l'aise. Devrions-nous sortir? Non, a dit Jessica. Je veux des témoins pour ça. Elle s'est tournée vers moi. Alors quoi? Tu m'as espionné, tu m'as regardé me débattre pendant que tu encaissais mon loyer? J'ai géré une entreprise. Tu es une locataire. Tu paies ton loyer ou tu es expulsé. C'est comme ça que ça marche. C'est incroyable. Nos parents t'ont donné 50 000 $ pour l'université. D'où crois-tu avoir eu l'argent pour acheter un immeuble de 8,7 millions de dollars? Je l'ai gagné grâce à l'acquisition d'une start-up. Je l'ai investi. Judicieusement. J'ai construit quelque chose. Tu as construit quelque chose en étant secrète et manipulatrice. J'ai construit quelque chose en travaillant dur et en prenant des décisions intelligentes, ce que tu ne sembles pas respecter. Jessica a attrapé une boîte de dossiers de David sur son bureau et les a jetés par terre. Dégage tes merdes de mon bureau. Ce n'est pas ton bureau. C'est mon immeuble. On paie le loyer. À partir d'aujourd'hui, on est à jour, ce qui veut dire que tu ne peux pas nous expulser et que tu ne peux pas nous dire comment utiliser l'espace. En fait, si. Le bail interdit d'utiliser le bureau comme installation de stockage. Ce que tu fais en ce moment est une violation du bail. Tu es sérieuse, là? Complètement. Soit tu sors cet inventaire, soit je lance une procédure d'expulsion pour violation du bail au lieu de non-paiement. Jessica s'est approchée de moi, tout près. Son visage était rouge. Tu sais quel est ton problème? Tu es tellement occupée à être maligne et secrète que tu as oublié comment être humaine, comment faire partie d'une famille. Et toi, tu es tellement occupée à jouer à l'entrepreneur que tu as oublié que les affaires ont des règles. Le loyer est dû le 1er du mois. Les baux ont des conditions. Rien de tout ça ne change parce qu'on partage le même ADN. Dégage tes merdes, a soudainement hurlé Jessica en désignant le bureau de David. Elle a attrapé son ordinateur portable, ses dossiers, et les a jetés dans une boîte. Va bosser au Starbucks. On a besoin de cet espace pour l'inventaire. Je l'ai regardé détruire l'espace de travail de quelqu'un. Je l'ai regardé s'effondrer. Je m'en vais, ai-je dit calmement. Tu as jusqu'à la fin de la journée pour retirer tout l'inventaire non lié au bureau de cet espace. S'il est encore là demain, tu seras en violation de ton bail. Je t'enverrai un avis écrit. Vas-y, envoie tes avis. J'ai une réunion avec un investisseur la semaine prochaine. Ils viennent ici. Ils ont besoin de voir que nous sommes réels. Je ne bougerai rien. Alors tu seras expulsé. Je suis sorti, j'ai repris l'ascenseur jusqu'au 1er étage. David Chin attendait. Comment ça s'est passé? Envoie-lui un avis de violation de bail. Le stockage d'inventaire est interdit. Elle a 24 heures pour se conformer,
ou nous procédons à l'expulsion pour rupture matérielle des termes du bail. Même si elle paie les arriérés de loyer? Elle a manqué l'échéance de 3 mois. Nous avons déjà entamé la procédure d'expulsion. Le paiement ne régularise pas la violation. Et maintenant, elle enfreint les restrictions d'usage. Documente tout. Compris. J'ai quitté l'immeuble, je suis monté dans ma voiture, et je suis rentré chez moi, dans mon vrai domicile, un condo de 3 chambres à Sunnyvale d'une valeur de 1,9 million de dollars, que ma famille ignorait également que je possédais. Je n'ai rien dit. Je suis parti. Le lendemain matin, le 17 avril 2024, à 7h30, David a envoyé l'avis d'expulsion formelle par email et par courrier recommandé. À 8h, mon téléphone affichait 63 appels manqués et messages. De Jessica, tu ne peux pas faire ça. De Jessica, je t'apporte le chèque de loyer aujourd'hui. De Jessica, s'il te plaît. Je t'en supplie. De maman, Sarah, que se passe-t-il? Jessica a appelé en pleurant. De papa, appelle ta sœur. Elle est en crise. De Jessica, mon investisseur vient lundi. Lundi. J'ai besoin du bureau. De Jessica, comment peux-tu faire ça à la famille? Je n'ai répondu à aucun d'eux. À 10h, Jessica s'est présentée à l'immeuble avec un chèque de banque. David m'a appelé. Elle est là avec 43 200 $. Elle veut payer le loyer et rester. Trop tard. L'expulsion suit son cours. Elle a 30 jours pour quitter les lieux, conformément à l'ordonnance du tribunal. Elle pleure dans le hall. C'est regrettable, mais les affaires sont les affaires. Sarah, ne fais pas ça, a-t-il plaidé. Mais je savais que ça semblait dur. Elle a eu des mois pour arranger ça. Elle a fait des choix. Maintenant, elle en subit les conséquences. À midi, maman m'appelait toutes les 15 minutes. J'ai finalement répondu. Sarah, tu dois arrêter ça. Arrêter quoi? L'expulsion. Jessica s'est présentée avec l'argent du loyer. Tu dois l'accepter. L'expulsion est désormais fondée sur plusieurs facteurs, non-paiement et violation du bail. Elle a transformé le bureau en entrepôt. Mais elle paie le loyer. 3 mois en retard, après avoir ignoré de multiples avis. Et elle utilise l'espace en violation des termes de son bail. Depuis quand es-tu une propriétaire sans cœur? Depuis que j'ai investi 8,7 millions de dollars dans une propriété commerciale qui exige une gestion professionnelle. Tu possèdes l'immeuble, a dit maman, la voix choquée. Je le possède depuis 2019. Je suis propriétaire foncière. J'ai plusieurs actifs. Je réussis financièrement. Mais aucun de vous ne l'a remarqué, car vous étiez trop occupé à célébrer la start-up de Jessica. Vous ne le saviez pas parce que vous n'avez pas demandé. Tout comme Jessica n'a pas demandé qui possédait l'immeuble qu'elle louait. Elle a simplement supposé que c'était une société anonyme. C'est plus facile d'être en colère contre des vautours d'entreprise que de considérer qu'elle avait peut-être pris de mauvaises décisions commerciales. C'est ta sœur. Et c'est mon immeuble. Elle a signé un bail. Elle l'a violé à plusieurs reprises. Maintenant, elle fait face aux conséquences de ses choix. Maman s'est mise à pleurer. Tu détruis son rêve. Son rêve était déjà en train de mourir. Je ne fais qu'appliquer l'accord de bail qu'elle a signé. J'ai raccroché. Papa a exigé un dîner de famille d'urgence. Nous devons résoudre ça en famille. Nous nous sommes réunis chez eux à San José le 20 avril 2024, 4 jours après la confrontation. Jessica est arrivée avec David, son mari et cofondateur. Ils avaient l'air épuisés. Merci à tous d'être venus, a commencé papa. Nous devons trouver un moyen d'avancer. Il n'y a rien à trouver, ai-je dit. Jessica a un avis d'expulsion de 30 jours. Elle doit quitter la propriété. Sarah, s'il te plaît, a dit maman. Ne peux-tu pas faire preuve d'un peu de flexibilité? J'ai fait preuve de flexibilité pendant 3 mois de non-paiement. Maintenant, elle utilise l'espace en violation de son bail. Il n'y a plus de flexibilité. Jessica s'est penchée en avant. Un investisseur vient lundi. Si je n'ai pas de bureau, l'accord tombe à l'eau. Si l'accord tombe à l'eau, l'entreprise meurt. Tout ce pourquoi j'ai travaillé, 2 ans de ma vie. Ce n'est pas ma responsabilité. Tu pourrais régler ça avec un seul coup de fil. Je pourrais,
Mais pourquoi devrais-je le faire? Parce que je suis ta sœur. Et alors? Tu m'as traité comme si je ne comptais pas pendant 30 ans. Chaque dîner de famille tournait autour de tes réussites, tes promotions, ta maison, ta start-up. J'étais juste la petite sœur tranquille qui codait pour les entreprises des autres. Tu te souviens de cette phrase? Sarah se contente d'écrire du code pour les entreprises des autres. Tu as dit ça il y a 6 jours. Jessica a baissé les yeux. J'ai construit quelque chose d'important, ai-je poursuivi. Un portefeuille immobilier, une sécurité financière, une réussite à tous les niveaux. Mais aucun de vous ne le savait, car aucun de vous n'a demandé. Vous étiez trop occupé à supposer que j'étais moins que vous. Ce n'est pas juste, a dit maman. Ah non? Quand est-ce que vous m'avez demandé pour la dernière fois des nouvelles de mon travail, de ma vie, de mes accomplissements? C'est toujours à propos de Jessica. Ça l'a toujours été. Nous sommes fiers de nos 2 filles, a dit papa. Non, vous êtes fiers de Jessica. Moi, je suis juste là. La fille de secours. Celle qui devrait être reconnaissante d'être incluse. Sarah. A commencé Jessica. J'ai acheté cet immeuble à 29 ans, ai-je interrompu. Payé 8,7 millions de dollars cash. J'ai construit un modèle économique qui génère plus de 1,6 million de dollars de revenus nets annuels. Ma valeur nette est de près de 10 millions de dollars. Et aucun de vous n'en avait la moindre idée, parce que vous n'avez jamais regardé au-delà de vos propres suppositions sur qui j'étais. Le silence s'est installé dans la pièce. Alors, non, ai-je dit. Je ne vais pas sauver ta start-up en pardonnant le loyer ou en ignorant les violations de bail. Tu as signé un contrat. Assume-le. David, le mari de Jessica, a parlé pour la première fois. Et si nous payions les arriérés de loyer plus une pénalité, et que nous sortions l'inventaire immédiatement? La procédure d'expulsion est déjà en cours. Des frais juridiques ont été engagés. Des dates d'audience sont fixées. Combien cela coûterait-il de l'arrêter, a-t-il demandé. Plus que ce que vous avez, et plus que ce que je suis prêt à négocier. Donne un prix. J'ai regardé Jessica. Il n'y a pas de prix. Ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de conséquences. Pour 30 ans de mépris. Pour avoir été mise à la porte de mon propre immeuble parce que tu avais besoin d'espace de stockage. Pour m'être fait dire d'aller travailler au Starbucks comme si j'étais celle qui ne comptait pas, je ne savais pas que c'était ton immeuble. Exactement. Tu ne le savais pas. Tu n'as pas demandé. Tu n'as pas envisagé que peut-être, juste peut-être, j'avais construit quelque chose d'important. Tu as juste supposé que le propriétaire était une société maléfique que tu pouvais intimider et manipuler. Jessica pleurait maintenant. Alors, tu vas détruire mon entreprise pour prouver quelque chose? Je ne détruis pas ton entreprise. Ton entreprise s'est détruite elle-même avec des unis économiques insoutenables et une mauvaise gestion de trésorerie. Je ne fais qu'appliquer un contrat de bail. Maman s'est levée. Sarah, si tu fais ça, tu choisis l'argent plutôt que la famille. Non, je choisis de mettre des limites plutôt que de la complaisance. Jessica a fait des choix, de mauvais choix. C'est à elle de vivre avec. Nous ne t'avons pas élevé pour que tu sois aussi froide. Vous ne m'avez pas élevé du tout, maman. Vous avez élevé Jessica. Moi, j'ai juste existé en marge de son succès. Je me suis levé. L'expulsion est maintenue. Il reste 26 jours à Jessica pour quitter les lieux. Je lui suggère de les utiliser pour trouver un autre espace ou pour liquider l'entreprise. Quoi qu'il en soit, cette conversation est terminée. Je suis parti. Jessica a quitté l'unité 3B le 15 mai 2024, un jour avant la date limite d'expulsion. Vitality Collective a fermé 3 semaines plus tard. L'accord avec l'investisseur a échoué, sans bureau à montrer, il ne pouvait pas projeter de légitimité. L'entreprise a été dissoute, les employés licenciés, les actifs liquidés. Jessica m'a blâmé publiquement. Sur LinkedIn, elle a écrit, parfois, les plus grands obstacles au succès sont les personnes les plus proches de vous. La famille n'est pas toujours un soutien. Parfois, c'est du sabotage. Je n'ai pas répondu. Mes parents ont cessé de m'inviter au dîner de famille. J'étais trop concentré sur les affaires, trop froide, pas la fille qu'ils pensaient avoir élevée. Ça m'allait. 3 mois plus tard, en août 2024, David, le mari de Jessica, m'a contacté.
Sarah, pouvons-nous parler? Juste toi et moi. Sans Jessica. À propos de quoi? De ce qui s'est passé. Et de ce qui va se passer. Nous nous sommes rencontrés dans un café à Palo Alto. Jessica est en colère, a-t-il dit. Elle le sera probablement pendant longtemps. Je sais. Mais je voulais te dire quelque chose, tu avais raison. J'ai levé les yeux. L'entreprise était en train de mourir, a poursuivi David. Des unis économiques terribles, un burn-rate insoutenable. Nous n'allions jamais y arriver. Le bureau nous saignait à blanc. Ton expulsion nous a probablement épargné 6 mois de plus de souffrance et de dettes. Dis ça à Jessica. Je l'ai fait. Elle n'est pas encore prête à l'entendre, mais elle le sera un jour. De plus, je voulais dire que je suis impressionné par ce que tu as construit. J'ai fait des recherches après tout ce qui s'est passé. Ton immeuble n'est qu'un de tes actifs. Tu possèdes d'autres propriétés aussi. Oui. C'est incroyable. Tu as bâti une vraie fortune pendant que tout le monde se concentrait sur les startups et les sorties. C'est malin. Merci. Jessica se sent trahie, mais honnêtement, je pense qu'elle est juste choquée que tu aies eu plus de succès qu'elle, et qu'elle ne l'ait jamais su. C'est son problème à régler. En effet. Il a fait une pause. Je lance quelque chose de nouveau plus petit, plus ciblé, avec de meilleurs unis economics. Envisagerais-tu d'investir? Tu es sérieux. Complètement. Tu comprends les affaires, tu as du capital, et tu n'as pas peur de prendre des décisions difficiles. C'est exactement le genre d'investisseur que je veux. J'y ai réfléchi. Envoie-moi un pitch deck. Laisse-moi l'examiner. Je le ferai. Merci. Nous sommes maintenant en décembre 2024, 8 mois après l'expulsion de Jessica. Mon immeuble est occupé à 100%. L'unité 3B a été relouée à une start-up de série B en juin, pour 16 500 $ par mois, soit une augmentation de 20% par rapport à ce que Jessica payait. Le chiffre d'affaires annuel de l'immeuble est de 2,5 millions de dollars. Le résultat net d'exploitation, 1,8 million. La propriété est maintenant évaluée à 12,4 millions de dollars. J'ai investi 200 000 $ dans la nouvelle entreprise de David. Une obligation convertible, des conditions raisonnables. Je suis une investisseuse passive. Pas de drame, juste des affaires. J'ai acheté un autre immeuble, un petit complexe de bureaux à Fremont, pour 6,2 millions de dollars. Mon portefeuille s'agrandit. Mes parents et moi nous parlons occasionnellement de manière tendue, mais civile. Ils acceptent lentement que je ne sois pas la fille qu'ils pensaient que j'étais. Jessica et moi ne nous sommes pas parlé. Elle m'a bloqué sur toutes les plateformes et a déménagé à Austin avec David pour prendre un nouveau départ. La semaine dernière, maman a appelé. Sarah, je dois m'excuser. Pourquoi? Pour ne pas t'avoir vue. Pendant toutes ces années, nous étions tellement concentrés sur le parcours de Jessica que nous avons ignoré le tien. Je sais. Tu as construit quelque chose de remarquable, et nous l'avons manqué parce que nous ne faisions pas attention. Vous ne regardiez pas, non, nous ne regardions pas. Et je suis désolé. Merci. Penses-tu que toi et Jessica vous réconcilierez un jour? Peut-être, quand elle sera prête à me voir comme son égale, au lieu de la petite sœur qui aurait dû rester à sa place. C'est juste. Elle s'est trompée sur beaucoup de choses. Oui, c'est vrai. Mais Sarah, tu as été dure. J'ai été juste. Il y a une différence. Maman a soupiré. Je suppose que oui. Nous avons parlé encore 20 minutes de mes propriétés, de mes investissements, de mon succès. Pour la première fois de ma vie, elle a posé des questions et a réellement écouté les réponses. Un progrès. Je ne regrette pas d'avoir expulsé Jessica. Je ne regrette pas d'avoir fait respecter mon bail. Je ne regrette pas d'avoir choisi mes limites plutôt que ses sentiments. Parce que voici ce que j'ai appris, la famille ne vous donne pas le droit d'exploiter les autres. L'amour ne signifie pas la complaisance. Et être gentil ne veut pas dire être faible. Jessica a bâti sa start-up sur des suppositions, que les investisseurs viendraient toujours, que le loyer pouvait attendre, que le propriétaire sans visage serait flexible. Elle s'est trompée sur toute la ligne. Et quand elle m'a mise à la porte de mon propre immeuble en jetant littéralement mes dossiers par terre et en me disant d'aller travailler au Starbucks, elle a révélé exactement le respect qu'elle avait pour moi, aucun. Alors,
Je lui ai montré exactement le pouvoir que j'avais. Tout le pouvoir. Le lendemain matin, les appels ont commencé. L'avis d'expulsion a été signifié. Les conséquences étaient réelles, et Jessica a appris ce que j'avais toujours su. Le silence n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. J'ai bâti mon empire pendant qu'elle supposait que j'étais juste une codeuse. Je possédais l'immeuble alors qu'elle pensait louer à des inconnus. J'avais toutes les cartes en main alors qu'elle pensait gagner la partie. La seule chose qui a changé, c'est qu'elle l'a su, et cela a tout changé.